Le feu nous fascine depuis toujours. On l'a vu danser sur la flamme d'une bougie, s'élever dans un feu de camp, crépiter dans une cheminée lors des nuits glaciales. Il nous réchauffe, nous hypnotise et peut devenir dangereux en un instant. Mais que sait-on vraiment de lui? Est-ce un solide, un gaz, un plasma ou quelque chose de totalement inattendu? Pourquoi brille-t-il? Pourquoi scintille-t-il de façon si mystérieuse? Ce qui est incroyable, c'est qu'un phénomène si familier cache encore des secrets étonnants. Décomposons-le, non pas comme un cours de chimie ennuyeux, mais plutôt comme un voyage pour comprendre un phénomène aussi vieux que l'humanité elle-même. Commençons par démystifier la première grande idée reçue. Le feu n'est pas une substance. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut conserver dans un bocal ou peser sur une balance. Le feu est une réaction chimique, un processus, et non un objet physique en soi. Ce que nous voyons en fixant une flamme est le résultat visible de cette réaction, tout comme un arc-en-ciel est le résultat visible de la lumière traversant des gouttes d'eau. On ne peut pas toucher un arc-en-ciel, et de même, on ne peut pas attraper le feu. Pour qu'un feu existe, il faut ce que les scientifiques appellent le triangle du feu: chaleur, combustible et oxygène. Le combustible peut être du bois, du gaz, du papier, de l'alcool ou tout autre matériau inflammable. La chaleur initiale peut provenir d'une étincelle, d'une allumette ou d'une surface très chaude. L'oxygène provient généralement de l'air. Si l'un de ces trois éléments manque, la réaction s'arrête et le feu disparaît. La partie lumineuse de la flamme est en réalité un ensemble de gaz chauds qui s'élèvent. Lorsque, par exemple, le bois brûle, la chaleur décompose ces molécules complexes en composés plus simples: dioxyde de carbone, monoxyde de carbone, vapeur d'eau et hydrocarbures. Ces gaz, au contact de l'oxygène de l'air, réagissent et génèrent davantage de chaleur, d'où l'apparition de la flamme que nous percevons. Essentiellement, une flamme est constituée de gaz très chauds, mais pas dans un état ordinaire. Les molécules et les atomes qui la composent sont si excités qu'ils émettent de la lumière. Cette luminosité n'est rien d'autre que le rayonnement d'énergie visible produit par les particules lorsqu'elles chauffent. La couleur d'une flamme dépend à la fois de sa température et des matériaux qui la composent. Dans les flammes jaunes, comme celle d'une bougie, la teinte provient principalement de minuscules particules de carbone. La suie, qui, incandescente par la chaleur, brille comme des braises microscopiques en suspension dans l'air. Les flammes bleues, comme celles d'un brûleur à gaz ou à alcool, sont dues à une combustion plus complète, avec moins de particules solides. Leur couleur vient en grande partie de molécules et de radicaux excités, et de la température plus élevée qui déplace la luminosité vers des nuances plus courtes du spectre, comme le bleu. On entend parfois dire que le feu est un plasma, appelé quatrième état de la matière, au même titre que les solides, les liquides et les gaz. Ce n'est pas totalement faux, mais ce n'est pas totalement vrai non plus. Sous des conditions de température extrêmes, comme la foudre ou la flamme d'un chalumeau industriel, les gaz atteignent une énergie si élevée que les atomes perdent des électrons et deviennent des particules chargées électriquement. Techniquement, il s'agit de plasma. Dans ces cas, on peut parler de feu à l'état de plasma. Cependant, la plupart des feux que nous allumons quotidiennement, une bougie, un feu de joie ou un réchaud à gaz, n'atteignent pas des températures suffisantes pour former du plasma de manière significative. Il s'agit principalement de gaz chauds, contenant des particules incandescentes. Bien que l'on imagine généralement le feu dans des tons jaunes ou oranges, ces couleurs peuvent varier considérablement selon la matière qui brûle. Cela est dû au fait que les éléments chimiques, lorsqu'ils sont chauffés, émettent de la lumière dans des longueurs d'onde spécifiques, comparables à leur signature lumineuse unique. Si l'on brûle du cuivre, la flamme sera verte. Le sodium produit un jaune profond. Le potassium, une teinte violette. C'est le principe utilisé par les artificiers pour remplir le ciel nocturne d'éclats multicolores. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est une chimie soigneusement calculée. Même la couleur nous renseigne sur la température et la qualité de la combustion. Une flamme bleue indique généralement moins de suie et une combustion plus complète et plus chaude. Une flamme orange ou jaune tend à être plus froide et contient davantage de particules solides incandescentes. Dans l'Antiquité, les connaissances sur la couleur et le comportement du feu étaient limitées, mais des observations empiriques guidaient déjà des usages très spécifiques.
Certaines civilisations remarquèrent que certains bois produisèrent des flammes plus vives et moins de fumée, et les réservaient à des rituels ou cérémonies. D'autres, comme les alchimistes médiévaux, expérimentèrent avec des sels et des minéraux pour modifier la couleur des flammes, à des fins à la fois pratiques et mystiques. Le feu devint ainsi un laboratoire primitif et un spectacle visuel. Le scintillement d'un feu n'est pas de la magie, mais de la physique. Le feu est très sensible au mouvement de l'air. Lorsque les gaz chauds s'élèvent, de l'air plus frais les remplace, créant des turbulences. Ces variations constantes de l'apport d'oxygène et de la direction du flux d'air provoquent le scintillement, l'inclinaison ou le changement d'intensité de la flamme. C'est pourquoi une bougie s'agite près d'une fenêtre ouverte et qu'un feu de camp semble danser lorsque le vent souffle. Le feu est un processus dynamique. Il réagit à chaque changement de son environnement, respirant, se déplaçant et s'adaptant au sens figuré. La question a un charme poétique. Le feu mange du combustible, respire de l'oxygène, grandit et meurt et peut même se propager. À première vue, on pourrait le confondre avec un être vivant, hic dans son mouvement et son comportement. Mais biologiquement, ce n'est pas le cas. Le feu n'a ni ADN, ni cellules, ni capacité de se reproduire. Ce qui semble être la vie n'est que la stricte adhésion aux lois de la chimie et de la physique. Pourtant, il n'est pas difficile d'imaginer pourquoi les cultures anciennes le considéraient comme un esprit, une entité dotée d'une volonté propre. Il y a quelque chose d'organ. Si l'on voulait répondre précisément à la question « de quoi est fait le feu ?», on dirait qu'il est composé d'énergie, de chaleur, de lumière et de gaz chaud, tous réunis dans une réaction chimique auto-entretenue. Ce n'est pas une matière stockable, mais un phénomène qui se produit lorsque la matière se transforme rapidement, libérant de l'énergie. Même domestiqué il y a des milliers d'années, le feu demeure un phénomène extraordinaire. Il a changé le cours de notre espèce. Il nous a tenus chauds lors des nuits glaciales, nous a permis de cuisiner, de fabriquer des outils, de travailler les métaux et, d'une certaine manière, d'allonger nos journées grâce à la lumière artificielle. Et pourtant, nous continuons de le contempler avec fascination, comme si nous ne l'avions jamais vu auparavant. La prochaine fois que vous allumerez une allumette ou que vous vous installerez près d'un feu de camp, rappelez-vous que ce que vous voyez devant vous est bien plus qu'une flamme. C'est le résultat de molécules agitées, d'atomes excités et de réactions chimiques qui se produisaient dans l'univers bien avant l'existence humaine. Un phénomène aussi vieux que les étoiles, mais qui continue de piquer notre curiosité. Si vous avez apprécié la vidéo et en avez appris davantage sur le feu, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. À bientôt pour la prochaine vidéo.